Comment allez-vous? Je suis Thierry Costa. On m'a demandé de vous parler de la réinvention professionnelle et concrètement de la réinvention professionnelle en temps de crise dans le secteur photographique. Je ne sais pas si le mot est réinvention ou optimisation ou c'est l'acceptation du nouveau paradigme commercial. Et c'est de cela dont je veux vous parler aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau paradigme commercial? C'est quelque chose qui se voyait venir depuis déjà un bout de temps. Je dirais même depuis des ans. Un livre avait été publié depuis quelques années qui s'appelle Leader en féminin, qui annonçait tout ce qui allait venir sur le télétravail, sur les entreprises beaucoup plus horizontales, avec moins de ressources humaines. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas une mode, mais qui est venu pour rester. Et d'ailleurs, l'économie est cyclique, c'est comme un pendule. Nous savions qu'une crise allait venir, nous savions que c'était une crise différente, parce que c'est une crise qui englobe des valeurs, de la politique, qui englobe plusieurs choses. Évidemment, la pandémie n'était pas prévue, mais que les business changent énormément, oui. Comment décrire ce nouveau paradigme commercial? J'avais pris quelques notes pour pouvoir vous l'exposer, mais c'est une crise où, et c'est pourquoi nous parlons du leadership féminin, mais pas que uniquement féminin. D'ailleurs, le sous-titre de mon livre est pour hommes et pour femmes, féminin dans le sens des attributs féminins qui sont soulignés et qui s'appellent aussi dans les ressources humaines comme upstaircage, l'empathie. Par exemple, aujourd'hui, lorsque l'on vend, le prix n'est plus suffisant. Les marques qui sortent dans ce nouveau paradigme commercial, et c'est pourquoi, par exemple, les marques personnelles vivent un boom, ce sont des marques avec lesquelles nous faisons de l'empathie et nous admirons, par exemple, les influenceurs. Nous les sentons comme proches, comme des amis. C'est pourquoi le marketing d'influenceurs, avec un vrai visage, fonctionne beaucoup mieux que la publicité classique. Alors, un des attributs du nouveau paradigme commercial est d'être très émotionnel. Et cela change tout. Ça change la relation que nous avons avec les clients. Ça change les relations que nous avons avec notre équipe. Dans l'équipe, l'équipe gagne du pouvoir parce que les nouveaux chefs... J'avais un conseil d'entreprise, il y a 15 ans, avec une équipe de 40 personnes à travers tout le monde. Alors les chefs millénials ou les chefs femmes, nous avons poussé pour qu'il y ait ce changement. Et je veux une équipe qui soit très habilitée, qui puisse prendre des décisions et que l'entreprise soit autonome et ne dépend pas de moi. Parce que sinon, ce ne serait pas une entreprise en bonne santé. Remarquez que je suis journaliste de formation. Je viens du monde de la radio. Quand j'ai eu des oppositions, je les laissais pour entreprendre. Lorsque je l'ai laissé, j'avais une entreprise totalement dépendante. Je vivais de mes notes de presse. Et avec le temps, tu te rends compte que tu dois diversifier ton business. Avoir des lignes de business différentes, avec des prix différents. Et tu dois, selon le target ou selon les marges, dédier plus ou moins de temps au service aux clients. Ou plus ou moins de marketing. Et il y aura des choses que vous automatisez. Mais la partie du changement de paradigme commercial, c'est la partie féminine, où nous luttons aussi pour une meilleure qualité de vie pour les autonomes et, comme je vous le disais, pour que les équipes soient habilitées. Et cela implique un changement de la part des leaders. Je ne suis pas dans la figure des chefs, mais des leaders. Et ils doivent descendre pour que ce soit beaucoup plus horizontal. Et là, il y a une danse très intéressante sur ce que les leaders nous devons décider ou non. J'ai participé à une étude à l'université de Yale au Connecticut où, par exemple, dans le cas des femmes, nous sommes excessivement dans le consensus et nous voulons mettre tout le monde d'accord comme une mère poule pour une question d'auto-estime. Tout ne doit pas être dans le consensus. Les choses très urgentes, les choses très chères qui doivent être faites rapidement. Car enfin, l'unique chose que tu ne peux pas déléguer en tant que chef, c'est la vision stratégique. Où va l'entreprise? Mais une fois que cette vision est créée, il faut la partager et en imprégner l'équipe. Et l'équipe doit être habilitée et doit pouvoir prendre des décisions. Et en même temps, c'est une équipe qui connaît chaque fois plus du business, basé sur les objectifs économiques, qui puisse être empathique avec les clients. Moi, par exemple, quand je fiche du personnel sur la vente, il n'y a pas un département commercial en tant que tel. Mais lorsque je mets quelqu'un sur le service au client, beaucoup de mes filles, parce que dans ces cas, la plupart sont des filles, ont une formation psychologique. Ce sont des psychologues ou des coachs, ce genre de profil. Parce qu'elles sont empathiques, elles se mettent dans la peau du client. Elles n'essaient pas de vendre, mais de l'aider.
Alors ce changement de paradigme commercial passe par cela. Le chef est plus une figure de leader ou de mentor pour accompagner dans la carrière professionnelle et le travailleur monte, se responsabilise, apprend beaucoup de business et dans ces rôles, les conditions changent aussi dans les ressources humaines. Beaucoup de professions disparaissent et d'autres apparaissent. Et ils tendent à disparaître parce que le modèle actuel est sur du start-up où l'on recherche de l'action-résultat, action-résultat. Il n'y a pas la phase de s'arrêter et de penser. Les améliorations continuelles, comme dans une application mobile, qui sort toujours de nouvelles versions, avec des mises à jour. Les business sont comme ça. Il n'y a pas une phase où tu arrêtes et tout est résolu. D'ailleurs, en 10 ans, nous allons vivre plus de changements qu'en 40. Et nous devons prendre en compte et connaître les phases commerciales que l'entreprise traverse. Souvent, je parle de business d'entreprise et les autonomes me disent « Non, mais cela ne me regarde pas, car je ne suis pas une entreprise. » Mais en vérité, oui, ils le sont. Quelles sont les phases de l'entreprise? Lorsque tu commences, tu es une start-up, tu as besoin de lancer la marque, tu as besoin de lancer une ligne de business très identifiée envers toi, qui soit comme une référence. Et la marque, malheureusement, les gens du marketing en ligne nous ont créé un doute. Et nous croyons que tout est sur les réseaux sociaux, alors que je ne crois pas que tout le public se capte par là. Je préfère davantage les relations publiques quand il s'agit de développer une marque, avec des discours sur des lieux spécifiques où se trouve notre target, aux médias de communication, au marketing d'affiliation, c'est donner des commissions à quelqu'un pour qu'il nous recommande, et enfin de créer un réseau. Parce que les conversions sont très basses. En Espagne, les conversions en ligne sont de 3% au maximum. Dans les secteurs où il y a le plus de ventes, sur 100 suiveurs, 3 seulement achètent. C'est très peu. Alors c'est dans les relations publiques où vous pouvez apporter le plus de valeur, où vous êtes le plus proche du client. Et en ligne, c'est très lent. Dans les médias, il nous faut 7 contacts avec une marque pour entrer en confiance. Alors avec moins de pression et de la collaboration avec des ONG, vous pouvez ajouter de la valeur. La phase de start-up est aussi très importante. Toutes les phases sont importantes et ici en Espagne, on ne le sait pas. Et souvent, nous ne mettons pas les bons prix. Nous regardons la concurrence, nous fixons nos prix et nous pensons que les gens se disent « si le prix n'est pas bas, je n'achète pas ». Et en réalité, lorsque tu te positionnes sur le marché, tu dois choisir être pas cher ou être une marque. Ou tu vas au prix, ou tu vas à la marque. Quand une marque est puissante, et je veux dire quand son prix est supérieur au prix économique, et le prix dans ce cas-là n'est pas important, c'est par exemple les iPhones. Tu le rachètes tout en sachant que ce n'est pas le meilleur portable du marché. À 6 heures du soir, il n'a plus de batterie. C'est pour l'admiration de la marque. Ce qui est important, c'est de connaître nos numéros et mettre des tarifs réalistes. En prenant compte qu'en Espagne, le minimum que nous devons tarifer est de 45 à 60 euros par heure selon nos coûts de salaire, de matériel, des impôts, souvent des assurances, toutes les heures que nous y dédions, car c'est comme un salaire, nous devons facturer toutes les heures, celles du marketing, celles des déplacements, des réunions, du service client. Et à partir d'ici, c'est intéressant d'avoir cet indicateur interne, parce que les personnes dans la rue ne vont pas le comprendre. C'est pourquoi il faut vendre par paquet. Je ne te vends pas des heures de photographie, mais je te vends ceci avec cela, et réaliser tout un suivi. J'aime par exemple des clients à nous qui se dédient aux photographies de mariage, qui font des réunions avant avec des formulaires pour connaître l'histoire de la famille et émotionnellement savoir qui est plus important pour les fiancés pour que ce jour-là, ils les traitent d'une façon différente. Alors c'est différent, ils vont à la marque, il y a une valeur différentielle, il y a une histoire qui les rend différents et surtout, remarquez qu'aujourd'hui, on ne vend plus de produits ou de services. Je ne me définis plus comme journaliste. Ce que l'on achète, ce sont des solutions à des problèmes. Et plus que jamais. C'est pourquoi c'est une ère si féminine, dans ce sens. Alors, ces gens savent emphatiser avec le besoin. Il y a un outil très intéressant qui s'appelle Google Train, qui est gratuite et qui te permet de savoir ce que cherchent les gens dans Internet. Et engager des photographes ou cherche des artistes qui veulent construire une valeur différentielle. Et surtout que pour les gens de la rue, lorsque tu as un problème, tu mélanges tout. Si j'ai de l'anxiété dans ma tête,
alors il m'apparaîtra un psychologue, un psychiatre, quelqu'un qui fait du yoga. Mais quand j'ai besoin d'un photographe, je pense à un photographe, mais je pense aussi à mon beau-frère. Non, c'est typique. Je pense à un Instagrammeur qui fait de belles photos. Alors le critère de belles photos n'est plus suffisant parce que les gens ne savent plus le valoriser. Les gens veulent acheter une solution à un problème. Et parfois, ils nous demandent quelque chose, mais inconsciemment, ils nous en demandent une autre. Tu ne demandes pas une photo. Dans l'équipe, nous avons des photographes. Nous travaillons beaucoup sur la marque personnelle. Et je vois souvent que les personnes qui nous engagent pour les photos, en réalité nous engagent pour « je veux me voir belle » ou stratégiquement « je veux atteindre un public que je n'atteins pas avec les photos actuelles. J'ai besoin de me prétendre un peu plus. Je veux être meilleur que la concurrence. » Ils nous disent quelque chose. Il est donc très important d'aligner notre message, notre offre, avec cette partie émotionnelle des personnes. Vous devez comprendre qu'on ne vend plus des photos. La photo en soi, moi je n'achète pas une crème, j'achète le résultat de la crème. Je veux me revoir aussi belle que le jour de mon mariage. Alors, dans cette phase de start-up, cela est super important. La phase de l'escalade, c'est quand nous nous permettons d'introduire des nouvelles formes de business. En ce moment, c'est la mode des formations en groupe et les nouveaux produits. Si nous ne les introduisons pas dans la phase correcte, nous n'obtiendrons pas la recevabilité dans le marché. Dans la phase de l'escalade, il faut aussi tout bien réviser. C'est dans cette phase où vous êtes à 80% et vous vous dites « zut, zut, je vais tout louper ». Bien réviser. Qu'est-ce que je fais? Je délègue, j'automatise, toujours avec les numéros sur la table, tout en sachant quels sont nos coûts et quels sont les bénéfices que l'on veut générer. Je peux employer quelqu'un. Quels sont mes objectifs commerciaux de chaque mois? Et celle que je considère être la dernière phase, c'est la phase du scaler. Les Américains disent qu'il y a une phase où vous ne faites plus rien. Je ne sais pas. Moi, en 15 ans, je n'y suis pas arrivé. Je me suis retiré plusieurs fois sans travailler, mais ce n'est pas cette phase où l'entreprise marche toute seule. Il faut tout de même continuer à générer une vision d'innovation. C'est pourquoi je considère que je continue dans la phase d'escalade. Pourquoi je souligne les 15 ans? Parce qu'en Espagne, la majorité des entreprises n'arrivent pas à 10 ans. 90% n'arrivent pas à 10 ans et 50% meurent la première année. 10 ans est le cycle complet d'une entreprise, d'avoir parcouru toutes les phases. C'est pourquoi j'ai la sensation que ça fait des années que nous sommes sur la phase d'escalade, la phase où j'ai l'équipe, l'argent, le style de vie, la communauté. Mais quels sont mes défis? Il y aura toujours des défis et des peurs. Dans ce cas, la peur est de saturer. Lorsque l'on m'offre trop d'entrevues dans les médias de communication, de congrès ou dans ce genre, où j'apparais trop souvent sur les réseaux sociaux, j'ai peur de saturer et de dévaluer la marque. C'est ce qui s'est passé avec StarMax, qui était un produit premium, mais avoir eu autant de boom et une publicité à chaque coin de rue, la perception de la marque a été dévaluée. Celles-ci sont donc les 3 phases d'entreprise que parcourent les entreprises d'aujourd'hui. Je vous disais que nous vivions ce changement de paradigme commercial où l'émotionnel est important, où nous avons besoin de savoir où nous sommes, où les relations changent à l'intérieur des équipes et où les relations changent avec les clients, dans le sens où nous avons besoin de beaucoup plus les écouter. Tu as vu tout l'émotionnel que je t'ai exposé. Comment le faisons-nous? Par exemple, dans le monde du tourisme, qui est un secteur très structuré, comme le monde de l'immobilier, eh bien, ils se rendent compte qu'ils ne savent pas tout, que cela a beaucoup changé. Que par exemple, tu choisis une destination touristique en fonction des photos que tu vas pouvoir publier sur Instagram, pour ce que tu vas ressentir à cet endroit. 85% des décisions d'achat sont basées sur l'émotionnel. Alors dans le monde du tourisme, on s'en rend compte qu'il y a des nouveaux formats, que sur Airbnb, il y a les hosts, où l'on commente et on écrit les expériences, qu'il y a un public qui est très intéressé par l'achat éthique, de choisir une destination ou une autre sur un choix éthique. Et ce que dit le monde touristique avec toute humilité, et toutes les entreprises devraient faire pareil, c'est de dire « je ne sais pas ». Alors, il y a des grandes marques comme Accor ou le Melia qui font des groupes focus avec des clients et des entrepreneurs ensemble. Un focus group, c'est une rencontre qui pourrait aussi être faite avec des entrevues ou avec une enquête, mais une rencontre avec des clients et des entrepreneurs.
en demandant qu'est-ce que vous vivez, de quoi avez-vous besoin. Ce que je demande à mes clients est de s'asseoir avec leur client idéal. Le client idéal est celui qui paye, qui recommence, qui ne rechigne pas, qui n'occupe pas beaucoup de services clientèle, qui te recommande et où il y a du feeling et où le courant passe bien. Alors assis-toi avec ton client idéal et connais-le. Quel blog il lit? Tu vas être là pour lui faire une entrevue. Quel média il lit? Quel influenceur ou réseau d'opinion ou quel autre professionnel il engage? Parce que vous pourriez faire des collaborations avec une commission inclue, mais nous avons besoin de connaître sa routine quotidienne. Parce que la société d'aujourd'hui se divise entre ceux qui ont du temps et ceux qui ont de l'argent. Ceux qui ont le temps, on y accède avec une publicité ou à travers un positionnement avec Google, avec des mots-clés que l'on recherche et on compare. Des personnes, comme ceux de mon équipe, qui n'ont pas de temps, tu ne nous accrocheras pas de cette façon. Nous sommes 40 et la plupart n'ont pas de réseaux sociaux. On en a pour le business, mais nous ne consommons pas. Nous n'avions pas de Wi-Fi jusqu'à l'apparition de Netflix. Moi, à la maison, je n'ai même pas de table. Et ça, nous le partageons à travers toute l'équipe et même dans notre monde d'entrepreneurs. Si tu veux atteindre des personnes comme nous, tu ne vas pas le faire à travers Internet. C'est pourquoi nous devons connaître le style de vie de notre client pour le faire d'une façon ou d'une autre. Tu veux m'atteindre, tu peux le faire par mon collège professionnel par exemple, avec des événements, du networking, des salons professionnels, ou en donnant une commission à mon économiste qui est réuni ici derrière moi. Mais nous devons changer la relation avec les clients pour qu'elle soit plus d'égal à égal. Plus de changements. Je comprends que vous n'avez pas une grande structure d'entreprise pour la plupart d'entre vous. Pour que vous ayez connaissance du mot, avec les travailleurs, ce qu'il existe aujourd'hui, parce que les ressources humaines disparaissent, ce sont des intra-entrepreneurs. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs entrepreneurs qui travaillent ensemble sous une marque. Ce n'est rien d'illégal. Par exemple, dans mon équipe, il y a un mélange de salariés et d'autonomes. Je ne sais pas si vous connaissez un livre qui s'appelle Working Happy. Ce fut mon premier livre et on a déjà parlé de tout cela. Nous sommes une équipe heureuse, les gens peuvent vous dire comment ils travaillent, tous depuis la maison, depuis toujours. Chacun s'envoie son salaire et ses horaires. C'est cela intra-entrepreneur, c'est ce pouvoir de décision. Qu'est-ce que je gagne avec ça? Beaucoup plus de flexibilité d'entreprise. La plupart du temps, lorsqu'ils sont autonomes, ils peuvent faire beaucoup plus que sous le statut de salarié, à cause des rétentions. Mais aussi parce que l'autonome, le travailleur d'aujourd'hui, doit remplir plusieurs facettes. Elles sont 4. D'abord, tu dois être un très bon photographe, mais tu dois savoir vendre du marketing. Tu dois savoir faire de l'empathie avec les personnes et mettre en valeur ce que tu fais. Surtout, leur faire voir comment tu vas changer leur vie avec ces photos. Je ne te vends pas des photos. Je te vends la solution. Nous devons être gérants, savoir un peu comment vont les numéros. Moi, je ne sais pas sur les numéros, mais je connais mes objectifs. Je connais mes coûts. Il y a un minimum que je dois savoir. Et il y a la partie de visionnaire. Le marché évolue. Je me souviens d'il y a des années, dans le monde de la photographie, lorsqu'il y a eu le boom sur les photos vintage. Il y a eu des marques qui ont essayé, ensuite elles se sont périmées. C'est pourquoi tu dois être vif et toujours un pas en avant que ton client. Et lire des tendances. Ce qui implique que quand tu as des prix réalistes, tu peux avoir ton agenda blindé, tu peux avoir du temps pour te former ou pour étudier ce qui va venir. Nous devrions avoir des agendas réalistes. Des 8 heures de travail, tu ne vas pas être 8 heures avec des clients. Si pendant 10% tu as des clients, c'est déjà beaucoup. Parce que tu es un entrepreneur maintenant, tu n'es plus un travailleur qui fait des photos. Et c'est un changement de chip très grand. Et tu as besoin de temps pour penser et pour analyser où vont les choses. Si nous jouons à passer les tendances, nous pouvons passer de mode. Une nutritionniste qui préconise les jus verts, attention, cette mode va passer. Nous, par exemple, il fut un temps où nous étions positionnés en tant qu'expertes de marketing en ligne. Et nous en sommes vite partis, parce que cela ne nous bénéficiait pas. Et parce qu'on savait qu'il y allait avoir un boom, et que tout le monde allait s'y lancer. C'est ce que je voulais dire sur les entrepreneurs, sans plus m'y attarder. Comme vous avez vu, j'ai parlé de diversification. Les entreprises aujourd'hui sont très diversifiées. Il y a des lignes de business différents qui construisent un entonnoir de vente.
du plus au moins cher, de moins de services de clients à plus de marketing. Nous avons besoin de cette échelle pour construire la confiance, pour rechercher le cycle de la vie du client. Plus il est long et mieux c'est, avec de la récurrence, avec des ventes croisées entre lignes de business. Avant, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas nécessaire. Nous n'avions pas à vendre. Tu étais charpentier, tu ouvrais et tout allait bien. Tu étais photographe. Il n'y avait pas la saturation qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Tu n'avais pas à connaître l'économie car l'État te le disait. Aujourd'hui, tu dois penser beaucoup plus car le marché est très critique et connaît beaucoup. C'est pourquoi la diversification et les lignes de business. Diversification sur les types de marketing dont je vous parlais antérieurement. Le client premium, tu le captes socialement. Le fonctionnement de l'entreprise en ligne ou hors ligne, qui peut avoir cette flexibilité. Sinon, il s'enferme à la maison avec le lockdown ou le confinement. C'est pourquoi il est important de se diversifier. Vous avez des revenus passifs, qui peuvent être des commissions ou des infos de produits, mais ne pas jouer tous sur la même carte. Aujourd'hui, on ne peut pas se le permettre. Aujourd'hui, on doit connaître beaucoup sur l'entreprise. Ce n'est plus aussi facile comme les années d'avant. Diversifier aussi sur le temps que l'on dédie à vendre ou à apporter de la valeur. Le marketing et la vente sont des phases différentes. Il faut jouer avec la loi du 80-20. Du 100% du temps qu'on communique, seulement 20% doit être dédié à la vente. Je voulais vous partager d'autres idées. Vous voyez que le thème d'entreprise est assez simple, des stratégies sur le court, moyen et long terme. Maintenant, en période de crise, nous devons travailler par trimestre, mais sans perdre la vision, c'est-à-dire par petits pas, mais sans perdre la vision dans le long terme. Et plus que jamais, d'avoir de bons chiffres. Et j'insiste là-dessus, parce qu'il s'agit d'une erreur habituelle avec mes clients qui ne dominent pas les chiffres, les amortissements pour vous qui avez du matériel. Et nous croyons qu'un manager le fait, mais non, le manager ne lit pas les chiffres. Il te dit quelle ligne de business te donne plus de marge et celle que tu dois renforcer en ligne. Parce que si l'on te dit que tu n'as que 20% du temps pour vendre, tu ne vas pas te dédier à promouvoir le moins cher, sinon le plus cher. Et les personnes qui arriveront sur ta web déjà organisée iront sur ce qu'il y a de mieux à faire à ce moment. Mais nous avons besoin de quelqu'un qui nous dise quelles sont les meilleures lignes de business ou quels sont le meilleur public qui constitue notre target et quel autre utilise beaucoup de services clients. Par exemple, pour moi, une stratégie de YouTube ne m'aide pas. Les personnes de YouTube qui arrivent sont pour la plupart des latinos qui utilisent énormément de services clients et ne le compensent pas car ils consomment pas cher. Il est important de découvrir nos atouts qui nous apportent une valeur différentielle et faire les choses différemment. Je dis toujours que les problèmes d'aujourd'hui sont l'argent de demain. Recherche des nouvelles façons. Réinvente-toi. Passe par la Thermomix. Moi, par exemple, je vendais des notes de presse et j'ai vu que cela ne fonctionnait pas et j'ai changé pour les plans de communication. C'est ceux que j'avais étudiés. J'ai vu que personne n'était prêt à payer 1500, 3000 euros. C'est ce qu'on m'avait dit que ça valait. Je me suis réinventé sur le monde de la psychologie. Je me suis mis à vendre du conseil en communication marketing et aujourd'hui, j'ai 5000 clients à travers le monde. Ce format n'existait pas dans le monde latino, alors invente, plus que jamais. Et c'est un bon moment, car la crise fait que nous soyons plus ouverts à l'innovation. Je sais que ça donne la flemme, que vous vous sentez artiste. J'ai donné beaucoup de cours de photographie. Et je sais que c'est difficile, mais zut, mais c'est de l'art et l'art ne doit pas se commercialiser. La culture doit exister, elle a sa fonction. C'est un service public. Nous sommes dans le pays où nous sommes. Je ne peux pas en dire plus. Nous pouvons être activistes de notre patrimoine, mais nous avons le marché que nous avons. Moi aussi, ça me dérange beaucoup les choses mal entreprises dans ce pays. Mais il y a des choses où il faut trouver le point d'équilibre et pouvoir tous vivre et manger. Plus d'idées. Se connecter avec un premier besoin, ce que je vous disais auparavant. En période de crise, les personnes dépensent moins. Je peux te vendre un rouge à lèvres. Je peux te vendre un rouge à lèvres qui va faire que tu vas trouver du travail parce que tu auras confiance en toi. Le message est très différent. Connaissez vos chiffres parce que le format va changer et nous aurons plus de coûts de matériel. Soyez flexibles. Les 10 prochaines années
c'est la flexibilité. Ceux qui ne sont pas d'accord, il y a une classe sociale que les théoriciens appellent les useless, des gens sans utilité, des gens qui ne vont pas s'adapter, pas pour une question d'âge ni de formation, sinon qu'ils sont négatifs, qui disent non, non, le Covid passera. Les protocoles, systémiser l'entreprise, avoir une structure, quand cela passe au A, au B, au C, ordonner les choses, automatiser tout ce que vous pouvez, par exemple les réserves des heures ou les rappels pour les clients ou l'émission de factures. Et cela implique la professionnalisation. Par exemple, un programme de gestion de clients qui héberge et permet de filtrer, personnaliser la communication selon le segment du client et rendre le tout un peu plus vivant, même si c'est automatisé. Je ne veux pas me prolonger plus longtemps parce que je crois que beaucoup, c'est beaucoup. Quoi que ce soit, nous sommes là. Je t'en dirai plus. Quoi que ce soit, demandez-nous pour 1 heure. Nous offrons 15 minutes de conseils gratuits. Vous pouvez la demander à hola@chelicosta.com. Conseils gratuits avec mon équipe. Et time to go, l'alarme qui me dit que je suis sur le temps. Nous t'invitons à un conseil là où nous pouvons t'aider. Le retour économique n'est pas le seul important pour nous. Il y a le retour émotionnel, être à côté des nôtres pendant un moment comme celui-là. Cela aussi, ça fait partie du nouveau paradigme commercial. J'espère que j'ai pu t'inspirer, que tu aies fait un clic. Les latino-américains disent « ce qui te choque t'arrange ». S'il y a eu une idée qui ne t'a pas plu, simplement je t'ai parlé d'inspiration. Je n'ai pas de vérité absolue. Mais j'espère que ça te sera utile.